Caroline Janvier, je suis députée de la 2e circonscription du Loiret et je siège dans 2 commissions à l'Assemblée nationale, la commission des affaires sociales qui travaille notamment sur les questions de santé et de solidarité et la commission des affaires européennes qui travaille à une plus grande prise en compte dans nos politiques publiques françaises des questions des enjeux européens. Moi, je m'appelle Antoine Arjakovski, je travaille ici au Collège des Bernardins comme directeur de recherche sur les questions politiques. Donc c'est la raison pour laquelle je suis content d'être avec Caroline Janvier. Et on travaille aussi sur les questions européennes. Alors, on a eu une réflexion ici, au Collège des Bernardins, avec le pôle de recherche. Ça a été une réflexion commune, en particulier avec mon collègue Jean-Baptiste Arnaud, qui est théologien, mais il y avait des économistes, il y avait des gens de... Moi, je suis historien. Et ce qu'on s'est dit, c'était qu'il fallait réfléchir à ça, il fallait faire un examen de conscience. Il ne fallait pas repartir comme en 2008, où il y avait eu cette crise, où on avait pris conscience que le monde n'allait pas bien, mais finalement... pas grand-chose avait changé après coup. On s'est rappelé par exemple de l'affaire de George Soros qui avait écrit en 2008 je croyais dans le libéralisme, dans l'équilibre des marchés et je n'y crois plus, ça ne fonctionne pas. On se souvient du rapport Stiglitz avec Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi qui disaient le PIB c'est pas le bon indicateur, c'est trop quantitatif. Ça avait été commandé par le président Sarkozy. Finalement, on n'avait pas utilisé ce rapport. On continue à utiliser le PIB un peu comme un fétiche. Il y a un écologiste qui s'appelle Jacques Tassin qui a réfléchi à ça et qui dit, mais pourtant il y a des prix Nobel, il y a des scientifiques, il y a le GIEC qui depuis des années dit ça va mal et ça va de pire en pire et ça ne fonctionne pas. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si cette raison conceptuelle ne parvient pas à convaincre, c'est parce que c'est la raison elle-même qui est appauvrie, qui n'est pas suffisamment ouverte à la sensibilité humaine. Et donc, il faut un niveau plus profond de rationalité, qui remette la personne au centre, qui comprenne que la nature, ce n'est pas quelque chose de passif. Il y a une conscience naturelle, même si ce n'est pas la conscience personnelle, mais c'est quand même une conscience. Et donc, il faut respecter la création. Et c'est cette épistémologie spirituelle qui, même si ça demande un peu de travail philosophique, voire théologique, il faut passer par là avant de proposer ensuite des réformes économiques, politiques, sociales, environnementales. Et donc il y a un travail d'éducation à faire à ce niveau-là. C'est un peu ça qu'on dit. Oui, alors... Je pense en effet qu'au-delà des plans de relance économiques et je dirais des mesures à court terme qu'il va falloir prendre, je crois qu'il y a une nécessité plus structurelle, plus profonde, qui ne date d'ailleurs pas, à mon avis, de cette crise sanitaire, de retrouver un horizon commun. On l'a vu, je dirais, particulièrement au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui a montré une colère profonde, une colère ancienne, mais qui, là encore... je dirais, faisait s'opposer des modes de vie, notamment les modes de vie de ruraux que je connais bien pour vivre dans un petit village, et une perception qu'on a dit plus citadine, plus parisienne, avec des objectifs ou des modes d'action, en l'occurrence la taxe carbone, qui étaient difficilement conciliables. Ce qui est important pour nous, c'est de dire, là, c'est le temps de discuter, là. Vraiment, on ne peut pas continuer comme avant. C'est pour ça qu'il y a tous ces débats sur le monde d'après, etc. Parce que j'ai lu quelque part qu'il y a 30 ans, le jour de dépassement d'utilisation des ressources naturelles qui était au 1er novembre, aujourd'hui, 30 ans plus tard, il est au 29 juillet. Ça veut dire que plus on avance, et moins il y a de ressources. Donc nos économies ne peuvent pas continuer comme ça. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures radicales. Simplement, pour prendre ces mesures radicales, il faut qu'au préalable, il puisse y avoir des débats, des discussions, et d'où l'importance du rapport aux politiques, entre politiques et chercheurs. Nous, l'une des questions
sur lesquels on commence, c'est le rapport besoin-désir. Quels sont nos vrais besoins et quels sont nos désirs? Et est-ce qu'il n'y a pas dans nos désirs quelque chose qui doit être aussi un peu contrôlé? Parce que le désir de faire le tour du monde en avion, n'importe comment, est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça? Je ne suis pas sûr. Et donc, est-ce qu'il n'y aura pas un moment où on dira, au-delà d'un certain nombre de miles, de kilomètres traversés en avion, est-ce qu'une écotaxe ne sera pas légitime? Le débat aussi sur l'obsolescence programmée. On sait très bien que nos appareils ont une durée de vie qui est calculée de 1 an, 2 ans, et qui ensuite n'est pas toujours recyclée. Donc il y a un vrai travail à faire pour peut-être même une loi, je ne sais pas, sur l'obsolescence programmée, et en tout cas, très certainement, sur les questions de recyclage. Alors, je sais que vous êtes une spécialiste de ces questions par rapport au plastique, par exemple. Et sur la question de la recyclabilité et du réemploi, de la réutilisation de ce qu'on utilise, alors on a déjà avancé sur un certain nombre de sujets. On a voté une loi qu'on a qualifiée de loi anti-gaspillage, qui est une loi en fait sur l'économie circulaire, et qui, par exemple, a mis en place un indice de réparabilité. C'est-à-dire que le citoyen pourra savoir dans quelle mesure ce qu'il achète pourra avoir une durée de vie prolongée en fonction justement de ce fameux indice. L'idée de ce principe de l'économie circulaire, c'est effectivement d'avoir la durée de vie la plus longue possible de ce qu'on utilise pour éviter ce qui est notamment dans le secteur du plastique le pire, c'est-à-dire le matériau ou l'objet à usage unique. Donc on a avancé un peu sur ces choses-là, mais effectivement, c'est un... Il faut aller plus loin, parce oui. que ce 6e continent qui apparaît sur nos images, il est juste intolérable, quoi. Donc, oui, et ce qu'on a noté aussi, et moi c'est une question aussi à laquelle je suis très attachée, c'est le bon niveau sur beaucoup de ces sujets et le niveau européen. Et je crois que la vraie transition, elle ne pourra se faire qu'à l'échelle de cet espace qui est déjà le porte-parole d'un certain nombre de valeurs sur le plan, je dirais, des droits de l'homme, mais qui doit l'être maintenant sur la transformation de notre modèle économique, parce que ce qu'on a vu aussi, c'est que quand nous sommes allés trop vite, je pense par exemple à l'interdiction du plastique à usage unique, les industriels français nous ont dit qu'ils se retrouvaient mis en concurrence avec les pays, avec leurs homologues européens, et que cela créait donc une forme de distorsion de concurrence en leur défaveur, alors même que quand ça se fait au niveau européen, ça renforce le marché économique européen face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Chine. Donc je crois que l'enjeu, il est vraiment de le faire à ce niveau-là et pas forcément d'aller évidemment plus ou moins vite. Alors la question de la transition écologique qui va être le défi que nous allons tous porter, quel que soit le pays dans lequel nous vivons, ça va être déjà de répondre à cette question qui pour moi est tranchée mais qui fait encore débat chez certains, qui est la compatibilité entre notre modèle économique et notamment le modèle capitaliste et cette transition. Moi, je crois qu'on a besoin de l'économie, qu'on a besoin que les entreprises font partie de la solution et qu'il faut qu'on change notre modèle de production, de consommation pour, en effet, intégrer les externalités négatives et finalement la façon dont ça s'inscrit dans l'environnement. J'ai été frappée lors de travaux que j'ai conduits, notamment sur la question du plastique, par la vision qu'en avaient des pays comme le Pays-Bas, par exemple, ou le Danemark, où je me suis rendue, et qui considérait que finalement cette transition, cette nécessité de la prise en compte de la question écologique était une opportunité. Et je crois que les entreprises doivent voir ces changements comme autant de nouveaux marchés à conquérir, comme autant de nouvelles activités. Je pense par exemple à tout ce qui est le fait finalement d'éviter les emballages, les suremballages. Je pense à tout ce qui est toutes les applications qu'on voit sur la seconde main, sur la réutilisation des vêtements, des choses comme ça. Et je crois qu'il faut le voir comme ça et que c'est comme ça qu'on y arrivera. Moi, je suis assez... satisfaite et à la fois étonnée et enthousiaste de la façon dont la jeunesse s'est emparée de ces sujets. On l'a vu avec des grandes figures comme Greta Thunberg, mais c'est vraiment quelque chose qu'on entend. Et donc je crois qu'il faut aussi avoir une forme d'optimisme quand on voit ces jeunes générations qui
intègrent déjà dans leurs choix, dans leur comportement d'achat, dans leur choix professionnel, cette question-là. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec ça. Je ne sais pas si les jeunes ont toujours forcément conscience de cette situation que nous vivons, qui est vraiment... alors, ils savent que c'est dramatique, mais ils ne savent pas forcément comment sortir de cet univers. Et il me semble que ce qui serait utile de dire aujourd'hui, et notamment aux politiques et à ceux qui ont la lourde charge de la responsabilité de diriger le pays et de diriger aussi au niveau européen, c'est que voilà, on a vécu une période d'un capitalisme libéral qui a été marquée par des théories monétaristes, etc., où il fallait, et c'était très bien de créer un marché unique pour les biens, les capitaux, les personnes, etc. On a beaucoup déréglementé. Mais là, le temps est venu de re-réglementer, avec, au bout du compte, l'objectif de re-réglementer au bénéfice du bien commun, quelle que soit l'échelle locale, l'échelle nationale, l'échelle européenne, l'échelle mondiale. Donc, on l'a fait là récemment, il y a un débat qui me paraissait intéressant sur les GAFA. On a re-réglementé au nom du bien commun. Et je me dis qu'on pourrait continuer. Le président Macron a parlé de la question de l'Europe de la culture. Nous, on y croit beaucoup à cette question de l'Europe de la culture. Ce n'est pas juste pour défendre l'âme. Oui, ça défend l'âme de l'Europe, l'art de vivre européen, mais c'est aussi un marché. Puis, à mon avis, il y a un dernier niveau, puisque le président Macron, lui aussi, lui encore est assez actif sur la question du multilatéralisme. Si on veut un nouveau monde, il faut que les relations internationales se débloquent. Là, on a l'impression de plus en plus que l'atmosphère est devenue très tendue. Et pourquoi ? Parce qu'à l'ONU, ça ne fonctionne pas. Le Conseil de sécurité ne fonctionne pas sur les conflits en Afghanistan, en Syrie, en Ukraine, etc. Et donc, l'une des propositions qui est apparue dans notre discussion ici au pôle de recherche, ça a été de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas rééquilibrer le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité par un vote de l'Assemblée des Nations Unies à plus de 50%. On se dit que ça permettrait d'avoir une Assemblée des Nations Unies qui serait plus démocratique et du coup un droit international nouveau. Et ça rejoindrait une idée d'un pape qui s'appelait Jean XXIII, ça a été repris d'ailleurs par Benoît XVI, d'une autorité mondiale à compétence universelle. Donc voilà le genre d'idée un peu folle qu'on a ici, mais qui, à mon avis, pourrait être intéressante. Oui, et qui va dans le sens, moi je suis très près et je suis très enthousiaste de cette nouvelle commission von der Leyen, qui a l'ambition d'être une commission davantage géopolitique. Sur la question que vous évoquiez des outils et de la régulation, notamment s'agissant des GAFA. Moi, je suis aussi tout le travail de Margaret Vestager, qui a parfois été décrié lorsqu'elle empêche, par exemple, des fusions et la constitution de champions européens. Ça répond finalement non seulement à la conception européenne du marché commun, mais c'est à mon avis aussi quelque chose de très positif pour le consommateur, évidemment, qui a un meilleur service. Et encore une fois, ça permet... Si c'est au détriment du citoyen européen, c'est ça qui pose problème. Si c'est pour aider les Chinois à proposer une offre plus intéressante, mais au détriment de l'activité économique européenne, ça pose problème. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut réguler le libéralisme. Vous pensez qu'il faut qu'on ait des champions européens pour concurrencer les champions américains, chinois, russes ? Exactement. Oui, mais moi je trouve que quand on arrive face à des mastodontes qui parfois ont plus de poids que certains États, et on voit les difficultés que le Congrès américain a interpellé Facebook, Twitter, et les dérives que cela peut avoir, c'est aussi une façon de garder la main sur les règles du jeu. Dans le cadre européen, parce que sinon il y a des mastodontes qui viennent de Chine et qui prennent la place, quoi. Donc c'est ça la difficulté. Il faut re-réglementer au nom du bien commun de ceux qui édictent les règles, en l'occurrence des Européens. Oui, et je pense que l'Union européenne peut aller plus loin sur la façon dont elle peut interdire ou non l'accès à son marché. C'est un marché de 500 millions de consommateurs. Donc, à mon avis, il y a aussi une façon peut-être plus assumée de réglementer l'accès au marché
et le lien avec justement ces mastodontes chinois ou américains. La vie m'a dit ose-moi, reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. La vie m'a dit qu'elle était